On a changé de monde sans qu'on comprenne exactement vers quel monde on va. Qu'un service de renseignement autorisé à faire de l'action secrète espionne, c'est son cœur de métier. Dans l'espace numérique, la frontière des États-Unis passe dans toutes les CPU, tous les serveurs de toutes les entreprises qui en possèdent à travers la planète. Si on perd des capacités de mathématiques, si on perd les formations en mathématiques comme ça... De très haut niveau. De très haut niveau, la souveraineté dans 10 ans, dans 15 ans, n'existera plus. Le cloud, aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas un des domaines du numérique parmi d'autres, c'est celui qui commande tous les autres. Pensons au risque de désalignement transatlantique. L'accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis est une humiliation et une trahison, ça on est tous d'accord dessus. Mais il y a un point qui a échappé à tout le monde, et ça concerne le secteur du numérique plus particulièrement. Cet entretien que vous vous apprêtez à avoir avec 2 ex-officiers des armées est fondamental. Il vous permettra de saisir les réelles dynamiques de long terme qui structurent les relations transatlantiques. Ce sont 2 pointures, et cet entretien est sans bullshit, que du factuel, le type de propos que vous n'entendrez pas sur les plateaux de LCI. Il a été tourné un peu avant l'annonce de la capitulation européenne, et il montre que du jus de cervelle, nous en avons en France. Désormais, il reste à prendre les bonnes décisions. Moi, c'est Jérémy, rédacteur en chef de Risquintel Média. J'ai pris grand plaisir à réaliser cet entretien du cercle avec ces 2 pointures. Mais ce qui me ferait encore plus plaisir, ce serait que vous vous abonniez, si vous avez apprécié ce contenu, que vous commentiez et partagez, pour élever le niveau général, et nous permettre de continuer d'exister surtout. N'hésitez pas à aller visionner notre playlist Le Cercle. On a pas mal d'entretiens sur la géopolitique qui devraient attirer votre attention. Merci beaucoup et c'est parti pour cet entretien. Arnaud Coustillère, Henri Dagrin, bonjour. Bonjour Jérémy. Merci de nous avoir rejoints pour cette interview du Cercle, géopolitique, intelligence économique, numérique. On va débriefer de tout ça. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui 2 anciens officiers de marine passés par l'école navale avec des dizaines d'années d'expérience. Votre CV est tellement long que j'aurais du mal à le résumer pendant l'entièreté de l'émission. Mais on peut rappeler, Arnaud Coustillère, que vous êtes surnommé le père de la cyberdéfense militaire française. Vous êtes aujourd'hui président du pôle d'excellence Cyber, Hub, qui rassemble énormément d'entreprises en cybersécurité, de start-up pour fédérer l'écosystème français de la cybersécurité. Mais j'ai également le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Henri Dagrin, qu'on a déjà reçu. On vous a d'ailleurs déjà reçu tous les 2. C'est toujours un plaisir. On va avoir vos regards croisés. Donc vous avez passé plus de 27 ans dans la marine. Vous êtes aujourd'hui délégué général du CIGREF, une association professionnelle qui rassemble plus de 150 grandes entreprises françaises dans le numérique. Donc on voulait avoir votre regard sur le monde géopolitique aujourd'hui qui est en plein bouleversement, à commencer par ce changement d'administration américaine. Quel est votre regard sur ce changement d'administration, le regard d'anciens de la marine et aujourd'hui d'acteurs prépondérants dans le monde numérique, dans le privé? Bon, c'est à moi d'attaquer Henri. Moi, c'est une impression de stupéfaction. Et dans ma carrière, j'ai eu plusieurs moments de stupéfaction. Le premier, c'était le lancement de la guerre du Golfe en 91, où j'étais dans le nord de l'océan Indien. La deuxième fois, c'était les Twin Towers. C'est une image, une information qui vous fait comprendre qu'on a changé de monde sans qu'on comprenne exactement vers quel monde on va. Et pour moi, l'élection de Trump, c'est un petit peu ça. C'est une espèce de triple rupture avec à la fois une guerre économique à tout va, mais ça, c'est la même chose qu'avec l'administration Biden, sauf que la méthode est différente, beaucoup plus brutale, beaucoup plus d'incertitude, une attaque contre les libertés de la presse aux États-Unis, une attaque contre différentes libertés, on l'a bien vu avec les universités. Deuxième chose qui me paraît, moi, beaucoup plus grave, c'est que tout ça repose sur une idéologie qui a travaillé la société américaine depuis
depuis une dizaine d'années. D'ailleurs, on trouve d'excellents articles dans une revue qui s'appelle Grand Continent, qui a décortiqué tout ce corpus doctrinal. Et c'est un mouvement de fond qui allie à la fois un grand conservatisme de ce niveau religieux, donc qui répond aux aspirations d'une Amérique profonde, qui se sent déclassée, et en même temps une alliance avec avec l'industrie numérique, une partie de l'industrie numérique, avec une notion un peu d'open bar dans l'IA, open bar dans les données, y compris dans les données des citoyens américains, et finalement tout est bon pour défendre une certaine image d'un homme futur, très libertaire, à base d'IA, et puis tous ceux qui ne sont pas dans cette mouvance-là méritent pas je dirais, à la limite, méritent pas d'être aidés, développés, et ainsi de suite. Et puis, troisième chose, là, troisième élément qui revient sur la méthode de M. Trump, c'est un renversement quasiment décidé tout seul de toutes les alliances, et avec un retour d'une Amérique où on a l'impression que c'est l'Amérique du gros bâton du début du XXe siècle, avec la théorie Monroe et ainsi de suite, et les ennemis d'hier deviennent des gens fréquentables. On voit bien toutes les discussions autour de Poutine, on voit bien tout l'accompagnement de tout ce qui se passe en Palestine. Donc aujourd'hui, on ne sait plus dans cet écosystème de Trump qui sont les vrais amis, qui sont les alliés, et ainsi de suite. Donc cette espèce de triple rupture, pour moi, nous plonge dans un monde de totale incertitude, dans lequel on ne sait plus très bien aujourd'hui si l'Amérique est un allié, l'Amérique est un partenaire, l'Amérique deviendra à terme un ennemi, et je pense que c'est quelque chose qui ne doit pas traumatiser. L'évolution du monde et la géopolitique va ainsi. C'est quelque chose qui doit être absolument une opportunité pour l'Europe de retrouver ses facteurs de puissance, de retrouver une forme d'unité, de retrouver une forme de vrai projet. Et il ne faut pas se leurrer, il n'y a qu'au niveau de l'échelle de l'Europe que les différents pays pourront arriver à peser dans cet écosystème mondial où on voit que c'est une organisation par plaque qui est de plus en plus organisée, et que la plaque occidentale est bien fractionnée. Elle est fissurée. Elle est plus que fissurée, elle est quasiment cassée. Quand on voit qu'on menace la souveraineté du Danemark, qu'on menace la souveraineté du Canada, que sur un coup de baguette magique, on passe de droits de douane de 50% à 10%. Il y a quelque chose. Voilà, on est dans un monde d'incertitude, et à l'Europe. D'ailleurs, il commence à y avoir des choses intéressantes en Europe. Le rapport Draghi sont des choses qui sont porteurs d'espoir. Bonjour les amis, avant de continuer cet entretien, ce petit message pour vous inviter à liker, commenter, vous abonner évidemment à notre chaîne en cliquant sur la petite cloche afin de nous envoyer de la force et de nous soutenir dans nos projets. Allez, merci beaucoup, c'est reparti pour cet entretien. Maintenant, moi, ce qui m'étonne dans l'étonnement, finalement, c'est que vous avez évoqué, une continuité avec la stratégie de guerre économique Biden, donc on peut voir une forme de continuité, et deux, un mouvement de fond. Donc s'il y a mouvement de fond, ça veut dire que peut-être qu'on aurait pu l'anticiper un peu avant. Bon, sur le mouvement de fond, non, je ne pense pas que... Et en plus, ce qui est intéressant, c'est pour que beaucoup de gens pariaient que Trump ne serait pas élu. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de lire ce qui est en train d'être sorti sur la façon dont Biden a manipulé les élections pour pas partir, et que finalement, si Trump a été élu, les démocrates ont quand même une forte responsabilité dans cette élection. On voit bien que toutes les sociétés occidentales sont travaillées par une forme pas de conservatisme, pas une forme d'autocratie. Donc on l'a vu en Angleterre, on le voit aux États-Unis, on le voit pareil dans les différentes nations de l'Europe. Et de là à passer de l'autre côté, il y avait un pari, et ce pari a été perdu et on est parti. Mais ce qui est plus important, c'est qu'il y a un socle idéologique très important derrière, que c'est pas sorti par hasard. Ouais, c'est ça. Et ça s'est joué. Finalement, ça aurait pu se jouer à quelques pourcentages pour un côté ou l'autre. Ouais. Et vous, Henri, comment est-ce que vous avez vu ce changement d'administration, un vrai bouleversement ? Oui. J'ai bien aimé effectivement les ruptures qu'a évoqué Arnaud, la guerre du Golfe, les Twin Towers, la guerre d'Ukraine, je crois, c'était... Non, je n'ai pas parlé, oui. Voilà. Enfin, moi, il y en a une qui me paraît assez parlante
c'est la chute du mur de Berlin et l'effondrement du bloc soviétique en 89 et 91. Ah, oui. On est dans une rupture de cette nature, mais qui était quand même annoncée, comme était annoncé du reste le délitement de l'Union soviétique, sauf que on a toujours du mal à voir, en tous les cas une bonne partie des élites ont eu du mal à voir ce qui est en train de se passer. Le désalignement transatlantique, il date pas du mois de janvier et de l'élection de Donald Trump, mais depuis longtemps, les États-Unis sont inscrits dans une dynamique et c'est connu, hein, de recentrage de leurs efforts stratégiques sur l'Indo-Pacifique. Et déjà sous Obama, c'était patent. C'était déjà inscrit dans la dynamique de la géopolitique des États-Unis. Donc ça fait un moment, et je regardais des notes tout à fait récemment, des choses que nous avons pu écrire au CIGREF, où nous disions déjà depuis un moment, pensons au risque de désalignement transatlantique. Qu'est-ce que ça a comme conséquence, notamment dans l'usage de technologies numériques? Et ça, c'est un sujet que nous aurions pu anticiper depuis longtemps. Non pas par esprit d'éviction des solutions américaines, mais pour renforcer la résilience de l'économie européenne qui dépend, et je pourrais en reparler hein, et décrire ce phénomène, qui dépend de manière extrêmement importante de solutions qui sont développées sur le continent américain, aux États-Unis. Donc, les gens qui sont surpris sont en général ceux qui raisonnent de manière extrêmement court-termiste. Mais quand on s'attache à raisonner dans le temps long, c'est-à-dire à faire réellement utiliser la discipline de raisonnement géopolitique et prospective, eh bien, la surprise, en tous les cas, ça correspond à des scénarios qui sont depuis longtemps, qui ont depuis longtemps été développés. Le CIGREF publie de manière régulière depuis 2020 des rapports d'orientation stratégique avec des scénarios géopolitiques et le scénario du désalignement entre l'Europe et les États-Unis, ça fait un moment qu'on l'avait décrit. Oui, Arnaud. Moi, je voudrais simplement enrichir ce que tu dis en étant complètement d'accord avec toi. Le thème de la souveraineté numérique qui était dans l'ambiance est devenu un thème politique à partir de 2018. Donc ça fait quasiment 6 ans que ce thème tourne, même si on met des réalités différentes derrière les mots, que ce terme tourne avec des initiatives pour essayer de le modérer, de le qui est effectivement cette espèce de désalignement avec les Américains, on le voyait, mais on le voyait probablement pas de façon aussi brutale. Et là, moi, pour mettre la surprise, plutôt, c'est la fragmentation du bloc occidental de façon violente. Oui. Parce que les Américains aient choisi de se développer, qu'ils aient choisi de quitter l'Europe, ainsi de suite, la coopération économique n'était pas trop menacée. Et au contraire, l'Europe était vue comme étant une terre de conquête, de prédation sur les entreprises comme Alstom, ou ainsi de suite. Mais quelque chose de conduit de façon un peu cachée, un peu pernicieux. Le président Mitterrand, à la fin de sa vie, avait dit les États-Unis nous mettent une guerre sans mort et une guerre à mort, en parlant de la guerre économique. Donc là, par contre, on l'a de façon différente. Et on l'a de façon très où l'incertitude devient quasiment la façon de gouverner le monde selon Trump. Ouais. Oui, on est en fait c'est la méthode qui surprend, mais sur le fond, on pouvait s'attendre. Je suis tenté que ce soit une méthode. Trump, on l'a déjà vu. Disons, Trump avait été déjà vu lorsqu'il était élu. Première fois, il était déjà assez surprenant. Mais maintenant, après, il ne faut pas s'étonner que chaque grand bloc défende ses intérêts et que ça se fasse de façon assez violente. Voilà, c'est ça qui me paraît, moi, un petit peu nouveau et de façon assumée et pas cachée. On parle de violence et de méthode un peu brutale. Bon, on a tout de suite tête, carrément brutale, on a tout de suite en tête les droits de douane. Et moi, ce que je trouve intéressant, j'aimerais parler du rapport commandé par le CIGREF et rédigé donc, par le cabinet d'analyse économique Asterès. Est-ce qu'on doit avoir un lien entre
la stratégie des droits de douane de Trump et l'un des lièvres qui a été levé par ce rapport, qui est cette exportation de services numériques depuis l'Irlande, où apparemment l'Union européenne serait l'un des premiers ou le premier exportateur de services numériques dans le monde, mais de services américains, ce qui est relativement étonnant. Ouais. Alors, la situation est la suivante. Ça fait maintenant longtemps que le CEGAF, ça fait depuis 2017 ou 2018 qu'on travaille sur le sujet de la maîtrise des dépendances technologiques de l'économie européenne à l'égard de l'industrie américaine du numérique, l'industrie des big tech, en gros, pour résumer. Les GAFAM et puis ce qui suit. GAFAM, plutôt les MAG, les Microsoft, Amazon Web Services, Google Cloud, parce que on est moins dépendant dans l'économie, hein, sur les marchés B2B d'un Meta ou d'un Apple. Voilà. Voilà. Mais quand on dit les MAG, en fait, c'est une galaxie d'entreprises particulièrement importante. On peut rajouter, bien sûr, Salesforce, on peut rajouter désormais des ServiceNow, des Snowflake. VMware en fait partie. Broadcom, VMware, ou VMware by Broadcom, désormais, bien sûr, bien entendu, même IBM. Hein. Et d'ailleurs, quand on le dit, on n'est pas dans une stratégie d'éviction de ces acteurs du marché européen, mais dans une attente d'une forme de rééquilibrage avec des acteurs européens, pas par patriotisme économique, même si on peut le souhaiter. Enfin, c'est pas comme ça que marche le business. C'est d'abord pour des questions de résilience de l'économie européenne, hein, une diversité, cette capacité à maîtriser ses dépendances pour une entreprise, c'est quelque chose qui est normal et qu'on fait dans tous les autres champs d'activité d'une entreprise. Il faut le faire également dans son rapport à ses systèmes d'information et à ses fournisseurs IT. Donc, ce que l'on constate, et depuis longtemps, on a voulu l'objectiver, le factualiser, parce que on ne trouvait pas dans les statistiques qui sont produites par l'OMC, par l'OCDE, par Eurostat, par la Banque mondiale, on ne trouvait aucun chiffre qui permettait de savoir à quoi correspondaient ces échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Europe en matière de services numériques, c'est-à-dire sur le software et les cloud services à usage professionnel. Bon, ne sachant pas comment faire... je me permets de vous interrompre un instant pour que le public comprenne. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement ce besoin? Parce que les entreprises ont des besoins en termes numériques, notamment de cloud. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement à quel point c'est stratégique, en fait? Par exemple, le fournisseur cloud. Aujourd'hui, une entreprise ne peut pas fonctionner sans ses services numériques, en fait. Le cloud, c'est pas... alors, je m'adresse, et pardon à ceux qui connaissent bien mais, ces sujets-là, mais je m'adresse à ceux pour lesquels ça peut paraître un peu mystérieux, cette affaire. En fait, le cloud, c'est un moyen de production de puissance informatique qui est assez normal, puisqu'il correspond à l'optimisation des ressources nécessaires pour produire au bénéfice de toutes les activités qui en ont besoin, de la puissance de calcul, de la puissance de stockage et de la puissance de réseau. Ça correspond à l'évolution naturelle de toute activité humaine, qu'à un moment, on se pose la question de la concentration des moyens de production pour en optimiser l'emploi et réduire la facture. Bon. Donc le cloud correspond peu ou prou à cette logique, donc de création d'usines de production informatique, où on concentre les moyens de production. Bon, les choses ne sont peut-être pas passées exactement comme on l'aurait souhaité sur les 15 dernières années ou les 20 dernières années, mais en tous les cas, c'est un mouvement naturel. Et d'ailleurs, on constate que tous les producteurs de software, eh bien, aujourd'hui, sont inscrits dans des stratégies où ils distribuent
leurs produits numériques, leur software, à travers le cloud, ce qu'on appelle le SaaS, le Software as a Service. C'est-à-dire qu'on achète un service et on n'achète pas des licences, de moins en moins aujourd'hui. Tous les grands éditeurs de logiciels sont dans ce type de démarche de cloudification de leur offre. Donc c'est un truc assez normal, une démarche assez normale. Et donc ça veut dire que le cloud aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas un des domaines du numérique parmi d'autres, c'est celui qui commande tous les autres. Parce que toutes les innovations, notamment dans le domaine du numérique, se développent dans les environnements qui sont apportés par le cloud, que ce soit... On insiste là-dessus, c'est ce domaine qui domine tous les autres. Tous les autres. Aujourd'hui, que vous parliez de data, de big data, data analyse, d'intelligence artificielle, de 5G, de 6G, parce que les télécoms, c'est dans le cloud, c'est complètement virtualisé dans le cloud. Que vous parliez d'informatique quantique, le calcul quantique, l'accélération quantique, eh bien, sera délivrée à partir des infrastructures du cloud. D'ailleurs, c'est ce qu'a déjà commencé à faire OVH dans un partenariat avec Candela. D'ailleurs, c'est remarquable et au passage, je les salue pour cette initiative tout à fait intéressante. Donc, vous voyez, le cloud, c'est un élément essentiel. Sauf que ce que l'on oublie de dire, c'est que le cloud, c'est pas du nuage, c'est pas un truc éthéré, c'est d'abord des infrastructures physiques. C'est du foncier, c'est des murs, ce sont des équipements, ce sont des serveurs, c'est de la climatisation, c'est beaucoup d'eau, consommation d'électricité, beaucoup d'électricité, c'est des raccordements de très haute performance en matière de télécom. Et tout ça, c'est de la récupération de la chaleur fatale, et ainsi de suite. Et toutes ces infrastructures sont en majorité aux États-Unis aujourd'hui. On le sait. Et aujourd'hui, alors il y a beaucoup d'infrastructures en Europe, mais elles appartiennent, pour la plupart d'entre elles, à des entreprises américaines. Or, il ne faut jamais oublier, dans l'espace physique, la notion de frontière est très différente de celle dans l'espace physique. Dans l'espace numérique, la frontière des États-Unis passe dans toutes les CPU, tous les serveurs de toutes les entreprises qui en possèdent à travers la planète. Oui, même au-delà, quand vous prenez la frontière numérique, vous êtes sur un smartphone qui appartient à un opérateur, quel que soit, ou à Google. À partir d'un certain moment, votre téléphone est chiffré avec du chiffre Google. Et ça se passe à 300, 400 mètres d'ici, dans Paris. Donc la souveraineté, le côté de ces grands opérateurs américains, qui, quoi qu'ils en disent, restent soumises à la loi américaine, est extrêmement forte. Et c'est ça la chose à changer. On est dans du service, vous choisissez un partenaire, vous lui confiez vos données, vous lui confiez vos algorithmes, mais tous ces ensembles de choses sont sous la loi américaine, loi administrative, qui permettent au FBI, qui permettent à un certain nombre de se saisir de sujets, et vous n'êtes plus dans un cadre européen. Tous les débats sur le Health Data Hub, voilà. Donc c'est ce qui a été dénoncé par nos hommes politiques dans les dossiers souveraineté 2018, c'est la prise de conscience de l'ingérence de l'extraterritorial des lois américaines, mais aussi des lois chinoises ou d'autres. Et aujourd'hui, on se perçoit que dans l'espace numérique, la loi internationale ne sert plus à protéger, mais sert à attaquer, à rendre dépendants des partenaires. Donc c'est ces changements de paradigme qui sont très intéressants à observer aujourd'hui. Et cette infrastructure qui coûte quand même extrêmement cher, c'est des centaines de milliards d'euros pour rattraper, et ben le nombre d'acteurs européens est aujourd'hui assez limité. Ouais. D'où l'importance de recréer du cloud, d'investir dans l'infrastructure. Sur ce point, de mettre l'infrastructure dans les priorités d'investissement est quelque chose, dans le cas de France 2030, qui est assez nouveau, alors que quelqu'un comme OVH se bat depuis des années, et le principal clouder français avec Outsquell. OVH Cloud, après vous avez Outsquell, puis après vous avez des partenaires de plus en plus petits, et aujourd'hui vous avez tous les clouds de confiance qui montent. Alors, je voudrais quand même ajouter un point pour renforcer ce que dit Arnaud. Il faut pas oublier que 80% de la dépense aujourd'hui aux États-Unis en matière d'intelligence artificielle, ce n'est pas les algorithmes d'intelligence artificielle. Ce sont les infrastructures nécessaires pour développer, entraîner et distribuer
ces modèles comme ChatGPT. Hein, c'est des infrastructures extrêmement matérielles, ce sont des GPU, c'est de l'alimentation électrique. C'est pour ça qu'un Microsoft rachète une tranche d'une centrale nucléaire pour alimenter ses data centers. Oui. Moi j'aime bien l'image parce que le numérique c'est une espèce d'iceberg. Ouais. On agite, et on montre l'innovation, machin, les trucs, mais c'est 5% de la partie haute. Les 95% c'est de l'infrastructure. Brick and mortar. C'est du hard, c'est de l'investissement de très longue durée, c'est tous les câbles sous-marins qui ont une géopolitique et qui traversent l'Atlantique. Comment on met les data centers, il y a une géopolitique des data centers aussi. Voilà, il y a du refroidissement, il y a tous ces enjeux qui sont vraiment des enjeux hard, très durs, qu'il ne faut pas négliger en se concentrant uniquement sur les 5% de la partie haute. Mais après, ces 5% réalisent quand même un certain chiffre d'affaires. Et comment est-ce que ça se fait qu'ils passent par l'Irlande ? Attends, 5% du chiffre d'affaires, ok, mais quand vous payez un abonnement, j'en sais rien, à Docto machin ou ainsi de suite, vous avez en gros, certaines personnes prétendent que plus de 70% partent après sur le cloud, c'est dans les prestataires d'infra. D'accord. Ah oui. La richesse, du coup, échappe. Et là, non, ça c'est très clair. Les investissements qui sont réalisés, et ce sont des chiffres qui peuvent se retrouver, hein, mais entre 60 et 70% de l'investissement, par exemple, public, réalisé en France dans des startups de la tech, servent à financer le pass de AWS ou de Google Cloud. OK. Voilà. Alors maintenant, on va revenir sur le rapport Asterès, parce qu'en fait, je n'ai pas donné... voilà, je suis comme le petit prince, je reviens à ma question. Voilà. Mais pour moi, elle est essentielle pour comprendre un peu aussi peut-être cette question des droits de douane. Alors, revenons là-dessus. Donc, ce que nous avons eu besoin de quantifier les conséquences économiques des dépendances technologiques de l'économie européenne à l'égard de l'industrie américaine du numérique. On s'est concentré donc sur le périmètre du logiciel et des services cloud à usage professionnel. Donc c'est un petit périmètre. Ouais. Et donc on a fait mener cette étude par le cabinet Asterès, qui a été créé par Nicolas Bouzou, et avec son équipe d'économistes. Et on arrive aux conclusions suivantes, qu'on a présentées le 24 avril au Parlement européen dans le cadre des rencontres numériques de Strasbourg, que nous avons organisées. Qu'est-ce que l'on a présenté ? C'est quoi les résultats ? Ils sont importants. 83% des achats de logiciels et de services cloud se font auprès de fournisseurs américains. Dans l'économie européenne. Tout ça a été rapporté avec des méthodes qui appartiennent aux économistes, à la taille des entreprises, à chacun des pays de l'Union européenne. Le rapport est disponible en ligne, j'invite le public à aller le consulter. Sur le site de SIGREF, il n'y a aucun problème, on tape SIGREF Asterès et on tombe sur ce... Voilà. 83%. Ça représente en volume, à date, en 2024-2025, environ, c'est un ordre de grandeur, mais à environ 264 milliards d'euros. Pour donner un ordre de grandeur, un rapport, ça correspond au même volume financier que représentent les achats de gaz ou de pétrole par l'Union européenne. Intéressant comme ordre de grandeur. Exactement. Donc l'Europe, elle dépense environ 250 ou 300 milliards d'euros pour acheter du pétrole chaque année. C'est le même ordre de grandeur que les achats uniquement sur le périmètre logiciel et cloud services à usage professionnel. Ouais, en B2B. En B2B exclusivement. 264 milliards. Ces 264 milliards d'euros génèrent à peu près environ 2 millions d'emplois aux États-Unis, 2 millions d'emplois qui sont directs, indirects et induits. C'est massif. Et si, dans les 5 ou 10 ans, on arrivait à réorienter ne serait-ce que 15% de cette facture sur l'Union européenne, on créerait environ 500 000 emplois au sein de l'Union européenne,
avec bien entendu Qualifié en plus. voilà, d'emplois relativement au niveau. d'emplois qui, direct, indirect et induits, ces emplois qui génèrent donc du pouvoir d'achat, des recettes fiscales et donc de la prospérité sur notre continent. Nous avons là donc en fait une réelle photographie de cette situation de dépendance. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Comment fait-on pour créer les conditions qui vont permettre de rééquilibrer cette situation de dépendance qui, nous semble-t-il, à moyen terme, puisque nous sommes aujourd'hui sur des dynamiques de 10 à 15% de hausse de ces tarifs qui sont réalisés par l'industrie de la tech américaine, 10 à 15% en moyenne de hausse tarifaire. Ça veut dire qu'en moins de 7 ans, on va avoir doublé ce volume. On va passer en gros de 250 à 500 milliards. À partir de quel point ça va avoir un effet significativement pervers sur la compétitivité de l'économie européenne. Ça, c'est un élément que nous allons travailler dans un deuxième temps avec le cabinet Asterès pour la deuxième saison, et puis il y a d'autres sujets que l'on va traiter. Et alors, j'en reviens aux droits de douane de Trump. Ce qui est assez intéressant, c'est que Trump, c'était vendredi dernier, c'est-à-dire il y a 4 jours, dans un tweet, il annonçait qu'il allait au 1er juin imposer 50% de droits de douane à l'Union européenne, en disant il y a un déficit de 250 milliards parce que l'Europe, ce sont des gens très horribles, très méchants et qui n'ont qu'une idée, c'est de racketter l'industrie américaine et de nous piquer nos emplois. 250 milliards. Quand Trump dit ça, il ne parle que des échanges de biens entre l'Europe et les États-Unis. Alors, sur les échanges de biens, c'est vrai, il y a un déficit à l'avantage de l'Europe. Mais il ne parle jamais des échanges de services. Et vous le voyez bien, uniquement sur les échanges de services, on est dans un B2B, et B2B, de services numériques B2B, on est dans le même ordre de grandeur que ces 250 milliards de déficit que dénonce Trump. Rien que sur ça. Et je ne parle pas de toute la pub, par exemple, sur Google, sur AWS, sur d'autres. Exportations de services je ne parle pas de Netflix, je ne parle pas de Uber, je ne parle pas de tous ces services qui eux, également, sont des sources de revenus de services vers les États-Unis. Ok, mais est-ce que ces services B2B rentrent quelque part dans l'assiette fiscale du budget fédéral américain ? Alors non. D'abord parce que ces services, ce que l'on sait, c'est qu'il y a 264 milliards qui repartent aux États-Unis, mais ils utilisent des circuits qu'ils sont totalement masqués dans les statistiques des échanges de biens et de services entre les États-Unis et l'Europe. En fait, il y a une opacité qui est consciencieusement, consciemment organisée sur ces échanges de services numériques pour... quand on est poli, on dit que c'est pour faire de l'optimisation fiscale. Moi, je pense que c'est plutôt de l'évasion fiscale. Et que quand on voit comment tout ça est organisé avec une plaque tournante en Irlande, essentiellement en Irlande, mais pas que, on peut se poser des questions, et notamment se poser la question, pourquoi est-ce que l'Union européenne accepte cette situation sur des masses financières absolument considérables qui échappent totalement ou de manière massive à l'impôt dans les pays de l'Union européenne, dans les États membres. Ou aux États-Unis au final. Donc là, on a. Et alors après, aux États-Unis, les circuits, ils repartent vers plutôt des paradis fiscaux. Et ensuite, ce sont des échanges de banque à banque qui permettent de rapatrier le revenu. D'ailleurs, Trump lui-même, je crois que c'était en 2000.
2019 ou 2020 s'était un peu énervé contre justement ces flux financiers qui étaient, qui étaient de l'évasion fiscale, et il avait imposé de les imposer à 20%. Il dit, bon, vous rapatriez tout, mais on vous fait une facture de 20%. Ouais. Ouais, très intéressant. On a beaucoup parlé de dépendance. Moi, Arnaud, j'aimerais vous entendre sur les rapports entre Microsoft et le ministère des Armées. On sait que le ministère des Armées travaille avec Microsoft. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, c'est un vieux sujet que j'aime bien, qui remonte, qui mérite une mise en perspective, parce que pour moi, il y a bien deux époques. Il y a l'époque où on achète un logiciel, qu'on met dans sa propre infrastructure, on l'exploite en on-premise, et on met du chiffrement avant, on met des passerelles, et on l'isole, et on apprend à donner de la confiance à un système d'information global à l'intérieur duquel on n'a confiance dans aucun des composants. Donc, c'est ce qui est le cas quasiment de tous les systèmes d'information des entreprises, des organisations d'une certaine taille. Le PC que vous avez, il s'appelle Lenovo, ou il s'appelle, j'en sais rien. Le routeur, il s'appelle Palo Alto. Il n'y a plus de fabricants de routeurs en Europe. Je précise qu'aucune de ces marques n'a sponsorisé cette vidéo. Non, c'est assez courant. Et vous essayez plutôt d'être dans des marques qui ne soient pas chinoises, parce que là, vous savez que vous avez des pièges qui sont plus importants. Okay. Voilà. Donc, et le ministère des Armées ne déroge pas à la règle. Et sa relation avec Microsoft, il faut la replacer dans un contexte qui est le contexte de la transformation de ces systèmes d'information, et surtout le contexte de l'époque 2003, 2007 jusqu'en 2014, à peu près. La grande vague de digitalisation. Non, la grande vague de réforme du ministère des Armées, où tout le ministère des Armées, c'était l'époque Sarkozy, je crois qu'on devait être à moins 20% d'effectifs et de budget par an, donc à une époque où on cassait du régiment, on cassait du bateau, on faisait disparaître des tas de composantes du ministère des Armées, tout en demandant à optimiser l'existant, donc à créer la direction interarmée du renseignement, qui est l'opérateur de run, en lui demandant de fusionner les réseaux de l'ensemble des membres du ministère. Donc, besoin... Non, tu parles de la DIRISI. Oui, je parle de la DIRISI, oui. Non, pas la direction interarmée du renseignement. La direction interarmée, pardon, des systèmes d'information et des réseaux d'infrastructure. On a besoin d'un ancien du ministère pour rappeler les vieux qui dérivent. Pour ceux qui ne savent pas, c'était la DIRISI. C'était la DIRISI, l'opérateur de run du ministère, qui était né de la fusion de l'ensemble des autres services, et qui devait mettre un réseau commun. Effectivement, pour mettre en place un réseau commun, il a été chercher la meilleure technologie du moment, et en plus, technologie qui était déjà présente à beaucoup d'endroits dans le ministère, donc ça a été rationalisé. Et dans l'OTAN. Oui, dans l'OTAN, et cette technologie, en fait, avait été très présente, avec des licences dont le statut était par endroit. C'est intéressant cette remarque. On rappelle qu'avec Sarkozy, on a réintégré le commandant. Non, ça n'a rien à voir, c'est d'autres choses. On a réintégré le commandant de l'OTAN. Non, mais on a toujours été dans la partie militaire de l'OTAN. D'accord, mais il y a une logique avec on n'était pas dans le commandement intégré, on était dans les structures militaires. Donc l'interopérabilité entre les réseaux militaires français et les réseaux militaires de l'OTAN n'a jamais été perdue depuis les années 50. Ok, voilà. Voilà, donc c'est pas donc du coup, la DIRISI, qui avait cette gageure sous pression financière monstrueuse, a proposé au ministre le choix d'aller dans un contrat cadre global qui était financièrement extrêmement intéressante. Et donc c'est ce contrat cadre qui a permis d'exploiter on-premise, c'est-à-dire à l'intérieur de nos propres infrastructures, le système, principalement Microsoft, la suite. Donc sans dépendance au cloud dont on parle. Absolument. Voilà, mais qui était encore, à l'époque, le cloud, ça commence réellement de manière industrielle en 2010-2011. Voilà, donc ça nous met le contrat, ils ont commencé à travailler, parce que moi j'étais pas trop aux affaires à cette époque-là, ils ont commencé à travailler là-dessus en 2006, le contrat a été notifié de mémoire en 2009, et il est resté à peu près dans son cadre actuel jusqu'en 2017, dernière recommandation. Ça a été confirmé par tous les cabinets ministres, par tous les DG SIC de l'époque et par tous les patrons de la DIRISI. Ok. Voilà. Après est arrivée la montée vers le cloud. Et là, le ministère des Armées n'est pas monté dans l'offre Open de 365, Office 365, qui est l'offre cloud. Qui est l'offre cloud dans laquelle vous confiez vos données. Et au contraire, les données du ministère des Armées restent complètement au sein du ministère, à part quelques petites expérimentations qui sont soumises à autorisation. Voilà. Donc c'est tout cet endroit. Après,
c'est une dépendance à un éditeur américain. À l'époque, moi, j'ai été interrogé, on m'a demandé est-ce que les backdoors dans Microsoft étaient quelque chose qui me traumatisait. J'ai simplement répondu que j'avais des choses sur la menace qui me paraissaient beaucoup plus cruciales que des backdoors dans Microsoft, et les révélations Snowden ont montré que les différentes menaces étaient plus dans des interceptions dans le hard que entretenir des backdoors. Voilà. Mais effectivement, c'est pas pour ça qu'on a confiance au logiciel Microsoft en matière de sécurité. On sait qu'on est dans un environnement où on a confiance dans aucun composant. Donc l'important, c'est de garder des points de mesure souverains. Première chose, c'est le chiffre et l'école de crypto pour avoir des chiffres souverains, spécial France, faits par l'État avec le concours de Thales. Pardon, qu'est-ce que vous entendez par des chiffres ? Le chiffre, c'est la façon de chiffrer, de crypter l'information. De chiffrer l'information. Oui, attention, sinon des gens vont nous insulter. Non. Mais on parle de protection. Oui, on parle de protection d'informations qui appartiennent à l'État, qui appartiennent à ministère des Armées, avec une capacité souveraine de le faire, là vraiment souveraine. Avec des algorithmes de chiffrement français faits par les gouvernementaux de haut niveau de sécurité et qui reposent sur la capacité de l'école mathématique à les faire. Si on perd des capacités de mathématiques, si on perd les formations en mathématiques comme ça, de très haut niveau, la souveraineté dans 10 ans, dans 15 ans, n'existera plus. Donc la souveraineté. Vous pensez qu'il y a un danger ? Oui. Ouais, on est d'accord. Oui. Ça, c'est un grand. Alors à ce moment-là, moi, je veux qu'on en parle. Je n'avais pas prévu, mais. Voilà. Non, quand vous regardez aujourd'hui tout ce qui est la désaffection pour les écoles d'ingénieurs qui est organisée depuis des années en expliquant qu'il vaut mieux faire Sciences Po vous avez de moins en moins de gens vous avez moins en moins de gens dans les écoles scientifiques. Jérémy a fait Sciences Po après avoir fait une terminale S. Bon, c'est pas grave, aucun respect. Oui, comme mes filles d'ailleurs. Mes filles ont des mentions très bien au bac. Elles font les écoles, elles font les beaux-arts au lieu de faire une école d'ingénieur. Mais Jérémy, c'est pour ça qu'il ne comprend rien au chiffrement, parce qu'il a fait Sciences Po. Moi, non, je ne comprends rien. C'est pour ça que j'invite des experts pour en parler. Voilà. L'école mathématique est important. Après, vous avez ce qu'on appelle les sondes pour surveiller les flux, avec les sondes souveraines développées par nos industriels de confiance, notamment il y avait Thales, il y avait Airbus, il y avait Gatewatcher, et pour ne pas oublier personne, j'avais Atos aussi qui en faisait. Voilà, donc ça vous permet de... Puis après, il y a tout ce qui est les EDR, je ne rentre pas trop dans le détail, ça vous permet de mettre des points de mesure à l'intérieur des réseaux dont vous avez confiance, dans lesquels vous avez confiance pour vous permettre de vérifier qu'il n'y ait pas de saloperie qui se balade dans vos flux. Moi, ce que je comprends... Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir une base industrielle avec des industriels qui ont une technologie assez forte, assez pointue. Voilà, donc d'où on revient à la mission du pôle Excellence Cyber. C'est très intéressant, mais moi, ce que je comprends finalement sur le dossier Microsoft, après on ferme ce point, on passe à autre chose, mais c'est que oui, le ministère des Armées travaille avec Microsoft sur un certain nombre d'items, mais sans naïveté. Bien sûr, sans naïveté. Ça a fait l'objet de choix qui ont été bien pesés et confirmés par l'ensemble des responsables depuis des années. Mais on était sur un Microsoft éditeur. Voilà. Deuxième chose, quand vous êtes le problème de Microsoft, c'est la suite collaborative. Quand vous êtes sur un réseau qui fait plusieurs dizaines de milliers de postes de travail, vous avez quasiment pas d'alternative dans une espèce de fonctionnement. C'est très compliqué à trouver. Et au sein du ministère, il y a eu des projets alternatifs qui ont été instruits, mais qui, généralement, n'ont pas dépassé les 10 000 postes de travail. Okay. Alors, pour bien expliquer si effectivement on a des auditeurs qui ne connaissent pas bien ces sujets, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le cloud, jusqu'à une date récente, un éditeur de logiciels, il produisait du code et il vous vendait une licence et vous achetiez une licence, qu'on appelait une licence d'ailleurs en général perpétuelle. Et ce que vous achetiez par ailleurs, c'était de la maintenance de cette licence, avec bien sûr des patchs, des releases et ainsi de suite. Mais votre licence, elle vous appartenait, vous pouvez l'utiliser de manière perpétuelle. Cette industrie, elle a totalement muté avec le cloud. Et aujourd'hui, on n'achète plus de licence, on n'achète plus quelque chose qui vous appartient. On loue un service. Un service à travers ce qu'on appelle le mode de souscription.
On souscrit à un service et on prend un abonnement annuel à un service qui est le même. Fonctionnellement, ça fait exactement la même chose, mais c'est un service auquel vous accédez dans le cloud. Et c'est le logiciel qui a été installé avec une seule instantiation qui est délivrée à tous les clients. C'est un élément pour l'éditeur de logiciel, pour l'éditeur de la solution, qui permet de faciliter la maintenance, puisque je fais la maintenance pour tout le monde en même temps. Voilà. Et ensuite, je distribue à travers le cloud, ce qu'on appelle du SaaS, du Software as a Service, un service numérique auquel vous vous abonnez. Mais moi, je fais le parallèle. Et donc ça veut dire une chose, ça veut dire que la licence, le produit, le code, il n'est plus chez vous. Voilà. Il est chez celui, donc il est chez votre fournisseur. Et vos données aussi. Et vos données aussi, parce que pour être utilisé... Pour reprendre un petit peu le fil, c'est que le ministère des Armées n'accepte pas, et ça n'a aucun sens de mettre des données du ministère des Armées sous un cadre juridique qui ne soit pas purement national. Donc les recours à des clouds externes, parce qu'il peut y avoir du cloud en interne aussi, le retour à des clouds externes est encadré par des procédures avec un droit de veto qui vérifie que le clouder qui est sélectionné soit bien OVH ou Squell ou un autre comme ou un autre comme un autre français, mais en aucun cas, sauf cas très particulier pour des expérimentations, un clouder américain. Quand vos données, quand on utilise un produit en SaaS sur le cloud, donc par exemple Software as a Service, Software as a Service, que vous êtes donc en mode souscription, vos données qui sont placées, que vous envoyez chez votre fournisseur de service cloud, vos données sont sous le régime juridique de votre fournisseur de service cloud. Si votre fournisseur de service cloud est américain, vos données sont se révèlent être sous la législation américaine. Voilà. Or, dans la législation américaine, il y a notamment une loi qui s'appelle le Foreign Intelligence Surveillance Act, qui est une loi assez ancienne de 1972, qui a été renouvelée en avril 2024 par le Congrès américain, et dont la section 702 autorise les agences de renseignement américaines à faire de la collecte massive, a priori sans mandat judiciaire, des données des non-US personnes, c'est-à-dire des personnes non américaines, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales. Donc une entreprise non américaine dont les données sont placées sur une infrastructure de cloud américaine, eh bien ces données se retrouvent à la disposition des agences de renseignement américaines. Alors après, on nous dit... Dans l'une des missions, il y a la guerre économique. Et de faire du renseignement d'intérêt économique. Et donc, on nous dit, on peut les chiffrer. On peut les chiffrer quand elles sont en transit, on peut les chiffrer quand elles sont stockées, mais une donnée, lorsqu'elle est traitée dans un logiciel SaaS, quand elle arrive dans la CPU, elle est en clair. Alors après, on nous objectera éventuellement qu'avec du confidential computing, on est capable de protéger. On est capable de se protéger contre des attaques, pas contre des accès qui sont légaux de la part d'une agence américaine. Ce n'est pas une attaque, c'est un accès légal, dans le cadre du droit américain, à des données qui sont mises à la disposition par la société. Puis de toute façon, les chiffrements qui sont utilisés par les entreprises ne sont pas des chiffrements régaliens, donc pas les niveaux de résistance d'un chiffre régalien. Même si on vous explique qu'ils ont un nombre d'octets et ainsi de suite. Donc c'est des choses qu'un service de renseignement comme du niveau de la NSA, même si ça met du temps, c'est cassé. D'accord. Voilà la situation réelle. Voilà. Et donc, c'est 80% des achats de software et de cloud qui se trouvent dans l'économie européenne soumis au droit américain. Bon, globalement... Pour moi, la période 2018 jusqu'à 2024, jusqu'à 2025, c'était une période de fin de naïveté. Toutes ces choses-là, pour les gens qui s'y intéressaient, en lisant les rapports de nos parlementaires, en écoutant les 4-5 parlementaires courageux qui se battent pour ces sujets. En lisant certains rapports du CIGREF. Oui, le rapport du CIGREF. Voilà, oui, bien sûr, le CIGREF a été à la pointe de ces affaires-là. On sait.
Maintenant, est-ce que c'est assez grave pour changer de portage? Je pense que l'élection de Trump, et pour ça il y a cette triple fracture, est l'élément déclencheur pour vraiment changer de finalité, changer de stratégie, de se reposer les vraies questions. Et le SIGREF, là aussi, pour ça que je suis très content d'intervenir avec toi, est au cœur de ce débat, puisque le SIGREF représente les principales grandes entreprises françaises du CAC 40, qui sont toutes des grandes entreprises avec des ramifications internationales, des réseaux de systèmes d'information avec plusieurs centaines, milliers de postes de travail, et des structures en matière de DSI et de RSSI qui sont quand même très très matures, puisque tout le corpus de ces grandes entreprises, dont beaucoup sont des OIV, organismes d'intérêt vitaux, donc essentiels au fonctionnement de la France, même ont été suivis par les lois sur la cybersécurité. Donc ils ont des relations étroites avec l'ANSSI, ils ont des structures de gestion de crise, ils ont des structures de pentest, de sécurité active, de SOC, voilà. Donc c'est des gens qui, en matière de cybersécurité, sont très très matures. Alors attention, hein, quand on parle d'un accès au titre de la section 702 du Foreign Intelligence Surveillance Act, ce ne sont pas des dispositions de sécurité des systèmes d'information qui vont permettre de résoudre le sujet. Ah non. C'est juste parce qu'on est confronté à des accès légaux et non pas une attaque. C'est pas une attaque. Et puis les données sont pas chez toi. Et les données sont pas chez nous. Après, écoutez, je vais peut-être me permettre de jeter un pavé dans la mare, mais quand il y a eu l'affaire Snowden, on a appris que des dirigeants politiques européens ont été espionnés directement, pas dans un cadre légal a priori. Donc, est-ce qu'on peut aujourd'hui espérer ne pas avoir des services américains qui espionnent les dirigeants économiques ou politiques? Est-ce que c'est pas un peu un rêve bleu? Cette question est totalement naïve. Qu'un service de renseignement autorisé à faire de l'action secrète espionne, c'est son cœur de métier. Et depuis Machiavel, depuis Sun Tzu, vous espionnez aussi bien vos amis que vos ennemis. Donc, faut pas être naïf. Les États-Unis défendent bec et ongles leurs intérêts principaux, et pour ça, ils utilisent tous les moyens de leur puissance. C'est assez aux autres de prendre en compte ce phénomène-là. On n'est pas amis. On dit souvent que espion, c'est quand même le deuxième métier le plus vieux du monde. Hein. Et le premier avocat. Avocat. Ouais, avocat. Il y en a un troisième, mais bon. Non, mais je veux dire, c'est... Non, c'est un petit peu l'histoire des rapports de puissance entre les nations qui sont rentrés dans une nouvelle phase aujourd'hui. Donc vous, quand il y a eu l'affaire Snowden qui a été révélée, vous vous êtes dit, bon, c'est comme un lundi Non, l'affaire Snowden, l'affaire Snowden, la révélation, c'est pas, j'espionne mes amis, c'est le niveau d'industrialisation de la façon qu'ils avaient d'espionner dans les couches basses et c'était ce passage à l'échelle qui était vraiment une surprise et quelque chose d'absolument étonnant. L'avance des États-Unis dans l'espionnage de masse était quand même quelque chose de très étonnant, alors que jusqu'à présent on pensait plutôt que c'était les Chinois. Ok. J'étais le chef du bureau SIC à l'état-major de la Marine. Je crois en 2010 ou 2011, on apprend l'affaire du soldat Manning. Je ne sais pas si ça vous rappelle. Ce soldat qui avait téléchargé des milliers et des milliers de télégrammes diplomatiques, qui avait mis ça sur des CD-ROM. C'est Wikileaks, ça. Et qui ensuite, c'est Assange qui était un homme et qui est devenu une femme d'ailleurs. Voilà, et le soldat Manning qui avait diffusé tout ça. Et je m'étais dit, mais waouh, si demain, en ce moment il y a quelqu'un qui, dans la marine, sur notre réseau de diffusion restreinte, télécharge comme ça sur les différents serveurs des gigaoctets de données, est-ce qu'on est capable de le voir? Et à l'époque, la réponse, c'était non. Et c'est pour ça qu'ensuite, j'avais été voir mes patrons à l'état-major de la Marine pour leur dire cette affaire-là, on y est sensible. Et c'est pour ça qu'on avait mis en place ensuite des systèmes qui avaient permis de faire de regarder, de monitorer les comportements. Ça va faire du monitoring comportemental. Des gens qui le soir ou la nuit téléchargent des mégaoctets. Des choses anormales. Ce sont des choses qui ne sont pas normales, donc on regarde. Voilà, et donc
cette affaire du soldat Manning, moi, ça m'avait ça avait été un choc. Ça a aussi été la prise en compte de tout ce qui tourne autour de la menace interne. Il y a la menace externe, il y a la menace interne en matière de cybersécurité, c'est des choses qui sont importantes. Mais alors, moi, ce qui m'intéresse par rapport notamment à cette anecdote que je trouve très intéressante, c'est qu'il y a une vraie expertise dans les armées sur ces questions, notamment techniques, de renseignement, etc. On prend par exemple un pays comme Israël, qui est très très bon pour faire émerger dans le privé des innovations qui ont d'abord eu lieu dans le public, en tout cas dans son armée. Est-ce qu'en France, on a cette translation, j'ai envie de dire, entre des expertises parfois développées dans les armées, notamment dans la marine, qui ensuite se transforment en entreprises. Je vais revenir un peu sur le modèle israélien, parce qu'on ne peut pas tout comparer. Ouais. Le modèle Israël, une petite nation, une nation en guerre, depuis de très nombreuses années. Donc, en matière de cyber, ils innovent. Ils ont un service militaire qui dure plus de 3 ans, et dans lequel ils sélectionnent ceux qui vont dans cette sphère-là. Et ensuite, ils les accompagnent les accompagnent pour qu'ils créent des start-up qui ensuite passent à l'échelle en allant sur le marché américain qui est un petit peu privilégié, un peu captif, et dans lesquels ils lèvent 200, 300, 400, 500 millions de dollars, et ensuite ils attaquent l'Europe. Donc ce modèle-là, en France, il est totalement différent. Ce sur quoi on peut se féliciter depuis un certain nombre, 4-5 ans, c'est qu'avant, il n'y avait pas de moyens de lever des fonds. Donc il y a eu des fonds souverains qui ont été créés à travers Brienne 3, Brienne 4. Aujourd'hui, vous savez lever 10 millions d'euros, 20 millions d'euros, voire 100 millions d'euros avec le recours à ces fonds. Vous avez la BPI qui accompagne très fortement. Et la levée de fonds, un peu plus compliqué en ce moment, mais quelque chose qui est accompagné. Vous avez aussi pas mal d'initiatives pour des créations, Cyberbooster, Auriga, qui sont des initiatives qui vont aider des fonds souverains. Vous avez des associations qui ont été créées depuis 2012, comme la mienne, qui a été créée par le ministère des Armées. Le pôle d'excellence cyber. Le pôle d'excellence cyber. Donc vous avez quelque chose qui va essayer d'aider, d'accompagner. Et de mon expérience, la création de start-up, ça monte bien. Qui deviennent des jeunes PME jusqu'à un chiffre d'affaires 5-10 millions d'euros. Par contre, là où le bas blesse, c'est le passage à l'échelle. Et beaucoup de sociétés n'arrivent pas à passer à l'échelle, restent un petit peu derrière un plafond de verre. Et c'est ce passage à l'échelle qu'il faut arriver aujourd'hui à aider, à orchestrer. Et ça commence par avoir un marché qui permet de se développer. D'où les questions autour de la souveraineté, moi je préfère le terme autonomie stratégique, qui est de dire comment je mets en place un marché grâce au Secnum, où on m'impose le Secnum Cloud, ou un marché où on impose que sur les données françaises restent sous cadre juridique français, donc sur là. Un marché qui peut être conçu qu'au niveau européen. Donc c'est toutes les initiatives qu'on retrouve dans différents endroits. Ouais. Trouver cette notion de marché un peu protégé pour aider les PME européennes, parce que le raisonnement ne doit être qu'au niveau européen. Le marché français, il est ridicule, il est tout petit. Voilà. Et puis après, aider ces sociétés à passer à l'échelle. Moi, ça me paraît quelque chose d'important, parce qu'il faut à la fois des partenaires, donc du clouder de confiance, il faut des partenaires ESN pour monter sur des marchés, il faut des clients et il faut de la levée de fonds. C'est pour ça que sur ce sujet, pour aller dans le même fil qu'Arnaud, c'est pour ça que nous, ce que l'on prône, c'est des politiques publiques, et là on va pouvoir parler de souveraineté, des politiques publiques de souveraineté, permettant de favoriser le développement de ce que nous souhaitons appeler désormais la BITN, la base industrielle et technologique du numérique, par référence à la BITD. Cette BITN, BITD qui est base industrielle et technologique de défense. Donc le complexe militaro-industriel ? Le complexe militaro-industriel que l'on entretient, dont on entretient les compétences par de l'investissement et par de l'achat, pour qu'il puisse continuer à donner, notamment en France, des produits, les produits de défense nécessaires aux armées de manière autonome. Alors, sans se dire, je suis obligé de dépendre complètement des États-Unis ou de tel ou tel pays pour le construire. Ce qui est important tout à l'heure, les 15% dont tu parles. Les 15% d'emplois dans les services numériques qu'on aimerait bien, que vous réorienter vers l'Europe. Et c'est pour ça que nous pensons que pour que ça marche, bien sûr, il y aura des choix
qui devront être faits par les entreprises et les administrations publiques pour renforcer leur résilience. Mais d'abord, il faut des politiques publiques de souveraineté, c'est-à-dire pour créer le cadre de confiance et le cadre dynamique permettant à cette BITN de croître. Je prends plusieurs exemples. Rééquilibrer le droit de la concurrence. Dans tous les domaines, aujourd'hui, nous sommes confrontés, dans le cadre de ces dépendances technologiques de l'économie européenne, à des exploitations abusives au regard du droit de la concurrence de ces situations de dépendance technologique et économique. Eh bien, ça doit cesser. On doit avoir des autorités de concurrence qui fassent leur boulot. Autre exemple, toujours dans le droit de la concurrence, le Digital Market Act, qui est organisé autour de 10 Digital Core Services. Il y en a un sur lequel il n'y a pas de gatekeeper, c'est-à-dire le contrôleur d'accès qui a été désigné, ce sont les Cloud Services. Dans un contexte où C'est une blague. Comment ? Non. Dans un contexte où on a 3 hyperscalers américains, Microsoft, Google Cloud et AWS, qui préemptent plus de 70% du marché européen. Attendez. Il faut rappeler ce que c'est qu'un gatekeeper. Un gatekeeper, c'est un contrôleur d'accès, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans une situation... Une entreprise, qu'elle soit d'ailleurs américaine ou européenne, c'est pas le sujet, qui est dans une situation de position dominante, ultra-dominante, hégémonique sur un marché. À tel point qu'elle peut fermer le marché, d'où le terme gatekeeper. Voilà, elle contrôle l'accès. On a 3 hyperscalers américains aujourd'hui qui contrôlent le marché des cloud services en Europe. Et une fois qu'ils sont désignés comme gatekeepers, ils se retrouvent avec des obligations ex ante pour rétablir un effet d'équilibre sur le marché en matière de concurrence. Voilà. Et bien aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi. Nous ne comprenons pas pourquoi depuis le 6 septembre 2023 où ont été désignés les gatekeepers, les premiers gatekeepers, pourquoi est-ce que ces 3 hyperscalers n'ont toujours pas été désignés comme gatekeepers au tir des cloud services? Moi, je n'ai pas d'hypothèse, parce que des choses que je suis de moins en moins, mais comme des choses que j'ai constatées à l'Union européenne, à différents endroits, c'est la force de lobbying et la représentativité de Microsoft, de Google, d'Amazon auprès des instances européennes, auprès des instances de l'OTAN, même auprès du CICR à Genève. Ils se comportent quasiment comme des États, avec des représentations des lobbyistes. Intéressant. C'est pas un scoop, vous avez plein de points. Il suffit de taper lobbyiste GAFA sur Internet. Il y a plus de lobbyistes dans l'Union européenne qu'à Washington. Voilà, donc ça c'est... Voilà, pour créer cet environnement favorable, eh bien, il y a déjà le droit de la concurrence, il y a plein de choses qui sont à faire, et il faudrait que les autorités de concurrence en Europe se réveillent. La deuxième chose, c'est de l'incitation fiscale. Eh bien, si on veut que les entreprises européennes soient incitées à utiliser des services européens immunes aux législations non européennes à portée extraterritoriale, eh bien, pourquoi ne pas mettre en place une sorte de crédit d'impôt ou une sorte d'un dispositif d'incitation fiscale pour dire, lorsque vous avez des données qui relèvent du secret des affaires, des données sensibles et stratégiques, les traitements associés à ces données, eh bien, si vous les placez sur des offres européennes, immunes aux législations non européennes, eh bien, vous bénéficiez de cette incitation fiscale. Autre exemple, c'est la commande publique. La commande publique, elle doit être mobilisée également de manière massive et non pas de manière désordonnée comme c'est le cas aujourd'hui en Europe, où tout le monde fait à peu près n'importe quoi et tire à U et à dia. Eh bien, on va concentrer de manière massive, mais en faisant des choix sur quelques opérateurs dont on aura décidé que ce seront eux les champions, comme l'ont fait d'ailleurs les États-Unis dans le début des années 2010. Alors, maintenant, si on veut être un peu optimiste, parce qu'il faut quand même qu'on reste optimiste, voilà. En France, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises autour du Second Cloud, autour des initiatives des clouders de confiance, qui permettent d'avancer ou de faire des propositions. Et je pense que les clouders de confiance, c'est une initiative qui est intéressante, mais qui va se heurter assez vite aux conditions d'un marché, parce que nous en avons 5. Nous avons OVH traditionnellement depuis 7. Aujourd'hui. Ouais, si on prend 7. Voilà. Après, vous avez Bleu, vous avez Nuspot, vous avez FreePro, Scaleway, vous avez Sens, et puis il y en a des plus petits aussi. Mais on a des collaborations franco-américaines. Bleu, par exemple. Oui, mais à la limite, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Bleu est une société française
sous cadre juridique française, dans laquelle, d'ailleurs bleu comme sens, sauf que c'est peut-être plus compliqué dans le cadre de bleu, le clouder américain accepte de se comporter comme un éditeur. Okay. Vous prenez la technologie, vous la mettez sur votre infra. Bon, dans le cas de bleu, puisque c'est la suite collaborative, c'est quand même beaucoup plus complexe que dans le cas de sens. Et voilà. C'est bon de le rappeler quand même. C'est pour ça que, en fait, au CIREF, nous, ce qu'on appelle... ça appartient à l'État d'avoir défini Secnum Cloud pour ses besoins, mais ça ne correspond pas aux besoins des entreprises, notamment des membres du CIREF, qui sont toutes des entreprises à la dimension européenne et qui opèrent en Europe. Par ailleurs, nous pensons qu'il n'y a pas de rationnel économique à essayer de créer une industrie du cloud de confiance uniquement sur le périmètre national français. Parce qu'aujourd'hui, alors qu'on a 3 hyperscalers qui se partagent sur plus de 70% du marché du cloud en Europe, on a déjà, rien qu'en France, pour le 10 à 15% du marché à peine, on en a déjà 7 qui vont se battre pour préempter ce marché. Mais... Donc on a une dispersion. On a une dispersion, c'est pour ça que nous, on demande... Je parlais du passage à l'échelle, parce que le marché est déjà extrêmement étroit. D'abord, il faut le concevoir au niveau européen. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder au niveau européen s'il y a d'autres clouders qui sont un peu dans la même logique. Il faut regarder ce que fait Lidl en Allemagne, qui est intéressant. Intéressant à regarder, et pour savoir comment ça monte au niveau européen. Sinon, on va se retrouver avec des micro-sociétés. Voilà, et c'est pour ça que nous sommes si attentifs à ce qui va se passer sur la révision du Cyber Security Act, qui doit intervenir en 2025. Nous sommes en train de travailler sur les positions et sur les recommandations que nous allons faire à la Commission européenne et à la future présidence danoise de l'Union européenne pour la révision de ce Cyber Security Act. Il doit intervenir cette année. Parce que derrière le Cyber Security Act, c'est la capacité à doter l'Europe d'un schéma européen de certification de sécurité des services cloud, EUCS, qui pourra embarquer des composants permettant de s'immuniser, d'être immune aux législations non européennes à portée extraterritoriale, comme le Secnum Cloud. Et nous, ce que l'on souhaiterait, c'est que ça soit ce service plus, cette certification plus, qui puisse s'appliquer au niveau basique, au niveau substantiel ou au niveau élevé, high, et pas uniquement au niveau high, comme aujourd'hui. Pour faire simple, tout le monde n'a pas besoin de du high plus. Pour faire simple et pour expliquer à notre audience, l'idée, c'est d'avoir un label. Si vous avez ce label, ça veut dire que vous n'êtes pas soumis à la FISA, par exemple. Au FISA, à la section 702 du FISA. À la section 702 ou au Cloud Act, pour simplifier. Ou à n'importe quelle législation extraterritoriale, on passe par beaucoup de législations territoriales américaines, parce que c'est celle laquelle on est plus proche, mais les lois sur l'Internet russe sont assez intéressantes aussi, et les lois du renseignement chinois sont assez intéressantes aussi. J'appelle tout le monde à aller rechercher, ça se trouve sur le net, l'article 7 de la loi chinoise sur le renseignement national, la loi chinoise sur le renseignement national du 28 juin 2017, qui stipule que toute entreprise chinoise doit collaborer avec les agences de renseignement, que ce soit sur le territoire chinois ou à l'extérieur, en gardant secrètes ces collaborations. Bon. C'est au moins plus clair. Au moins c'est clair. Ah non, c'est clair. C'est pour ça que c'est un peu la fin de la naïveté, toute cette période 2018. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de députés et sénateurs ont pris ce sujet. Moi, ce que j'observe en prenant du recul depuis les années 2000 que je suis là-dedans, ce sont toujours nos députés, notre représentation nationale qui ont agité le chiffon rouge et qui ont fait bouger l'État. Ça a été le rapport Lasbord en 2006, le rapport Romani et Bockel en 2012-2013, et qui ont servi d'aiguillon. Et là, c'est la loi SREN a été portée par le député Latombe et Anne Le Henaf. Et je pense que c'est intéressant de le souligner. Bon,
Henri Dagrin, Arnaud Coustière, merci beaucoup. J'aurais voulu avoir plus de temps, mais c'est pas grave, on va vous réinviter une 52e fois s'il le faut. Mais ces sujets sont passionnants. Ben, on a 53e parce que c'est le nouvel État des États-Unis qui s'appelle le Groenland. Oui, voilà. On viendra commenter l'annexion du Groenland, l'installation des data centers. Il n'y aura pas besoin de clim là-bas, c'est top. Mais pour le réchauffement climatique, ce ne sera pas terrible. Oui. C'est vrai, un grand sujet aussi. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette émission Le Cercle de la chaîne Risque Intel Média au public. Si vous avez apprécié cette discussion, abonnez-vous, likez, commentez si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Votre avis nous intéresse et envoyez-nous de la force pour qu'on puisse vous fournir toujours de plus belles interviews, de plus beaux entretiens avec des intervenants d'aussi grande qualité. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Jérémy. Merci Jérémy.